Alors à présent, on va passer au sous-espace vectoriel. Alors dans les vidéos précédentes, on a vu ce que c'était qu'un espace vectoriel et on a défini les 5 grands espaces vectoriels qu'il faut connaître et que le programme admet, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la démonstration, on vous la demandera sans doute jamais, peut-être en colle, mais ça m'étonnerait énormément. Mais on a surtout vu dans la définition théorique d'un espace vectoriel que c'est quand même sacrément casse-bonbon de définir justement ce que c'est qu'un espace vectoriel. Il y a 8 conditions, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que, imaginez dans un exercice, on vous donne un ensemble, on vous définit un ensemble, et on vous dit, démontrer que cet ensemble est un espace vectoriel. Et si on devait se cantonner à la définition purement théorique, à la définition avec les 8 points, mais le truc, ce serait juste interminable, quoi. Ce serait juste pas pratique du tout en plus. Et c'est là où les sous-espaces vectoriels vont intervenir et ils vont grandement nous faciliter la tâche. Alors voilà, pour bien comprendre ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel, d'abord, on va considérer E qui est un espace vectoriel. E même, à vrai dire, c'est un K-espace vectoriel. Et on va prendre F une partie de E. Donc là, vous avez F une partie de E, mais qui doit être, attention, une partie non vide de E. F doit être une partie non vide de E. Voilà, c'est bien le cas, hein, vous voyez, F, c'est bien une partie non vide de E. Mais le truc, c'est que cette partie F, là, cette partie non vide de E, eh bien, on peut lui attribuer le nom de sous-espace vectoriel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit sous-espace vectoriel, c'est parce que c'est en dessous, entre guillemets, d'un espace vectoriel, c'est à l'intérieur d'un espace vectoriel, vous voyez. Eh bien, F, c'est un sous-espace vectoriel de E. Si et seulement si, d'abord, c'est une partie non vide de E, mais en plus, il y a 2 conditions qui doivent être respectées. La première, c'est que F doit être stable par l'addition. On appelle ça comme ça. On dit que F est stable par l'addition. Ça veut dire que peu importe le couple d'éléments que je prends dans F, vous voyez, pour tout x, y qui appartiennent à F carré, eh ben, x plus y, ça appartient aussi à F. C'est exactement la même logique que celle qu'on a vue dans les vidéos précédentes avec les espaces vectoriels et avec, vous vous souvenez, la loi de composition interne qui était l'addition. Donc ça, c'est la première condition. Et ça, c'est la deuxième condition. Pour tout lambda qui appartient à K, donc c'est-à-dire pour tout scalaire lambda, ok. Pour tout x qui appartient à f, donc pour tout élément x de f, ok, et lambda x appartient à f. Là, ce deuxième point, ça veut tout simplement dire que f est stable par la multiplication. Ça veut tout simplement dire que si vous prenez un scalaire quelconque, un élément quelconque de f, vous en faites la multiplication, ça reste dans f. Vous restez bien dans f. Donc là, je répète, c'est super important. F, là, si d'abord c'est une partie non vide de E, ensuite f est stable par l'addition, et si en plus f est stable par la multiplication par un scalaire, alors f c'est un sous-espace vectoriel de E. Tout ça c'est équivalent à dire que f est un SEV de E. On note comme ça le plus souvent, vous allez voir cette abréviation partout. SEV c'est pour sous-espace vectoriel de E. Alors à vrai dire, les 2 points qui sont ici, on peut les combiner en un seul point. Si vous décidez de combiner ces 2 points ensemble, ça vous donne ça. Pour tout couple XY qui appartient à f carré et pour tout scalaire, lambda, lambda fois x plus y, ça appartient à f. En fait, dire ça ou ça plus ça, c'est la même chose. Et à vrai dire, c'est ça que vous allez absolument tout le temps utiliser dans les exercices. Alors pourquoi est-ce que ce point-là est équivalent à celui-là plus celui-là? C'est tout simplement parce que là, vous voyez qu'en réalité, vous avez la stabilité de l'addition, vous voyez, et aussi la stabilité par la multiplication par un scalaire. Donc on peut tout à fait remplacer ces 2 points-là tout simplement par celui-là. Ce qui veut tout simplement dire donc que f est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si, d'abord f est une partie non vide de E, très important ça, f est une partie non vide de E, et ensuite, pour tout couple xy de f carré et pour tout lambda qui appartient à k, donc pour tout scalaire lambda, lambda fois votre premier vecteur plus y, donc votre deuxième vecteur, ça appartient encore à f. C'est-à-dire que tout ça, en réalité, ça reste un vecteur de f. Alors vous voyez, j'ai utilisé le terme de vecteur pour parler de x et de y, et c'est pas pour rien, parce qu'il se trouve que, et ça c'est génial, les sous-espaces vectoriels d'espaces vectoriels plus grands, les sous-espaces vectoriels comme f, ce sont eux aussi des espaces vectoriels. Ça, c'est le point le plus important sans doute de ce cours-là, c'est que les sous-espaces vectoriels sont eux aussi des espaces vectoriels, ok? Donc là, c'est-à-dire que si vous partez de E, qui est un gros espace vectoriel, ok, vous prenez f, qui est une partie non vide de E et qui vérifie ça, ok, et f du coup ça va être un sous-espace vectoriel de E, ok, mais ça veut aussi dire du coup que f est à son tour lui aussi comme E
comme E, lui aussi, c'est un espace vectoriel. Et là, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est puissant d'avoir ça, parce que ça va nous permettre de définir super rapidement si des ensembles sont oui ou non des espaces vectoriels. Pourquoi? Parce que regardez, on reprend depuis le début. On vous donne un ensemble, on vous dit, est-ce que c'est un espace vectoriel? Alors vous dites, ah punaise, pour définir un espace vectoriel, je suis obligé de voir si cet ensemble il vérifie les 8 points. Là, les 8 points dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et là, on a les 8 points, mais c'est hyper galère quoi, de démontrer les 8 points pour chaque ensemble. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. Sauf que si vous vous rendez compte que l'ensemble dont on vous demande de démontrer que c'est un espace vectoriel, bon, et ben, si cet ensemble, vous remarquez qu'en réalité, c'est un sous-ensemble d'un ensemble plus grand. Donc, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes face à un petit ensemble qui appartient à un ensemble plus grand. Et si cet ensemble plus grand, vous savez d'après le cours que c'est un espace vectoriel, c'est-à-dire que c'est l'un des 5 espaces vectoriels qui sont définis et admis comme tels par le cours, et bien pour démontrer que cet ensemble-là, c'est effectivement un espace vectoriel, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez démontrer ça. Vous allez démontrer qu'en réalité, votre ensemble-là, c'est pas un espace vectoriel. Oui, c'est un espace vectoriel, mais c'est un sous-espace vectoriel. Donc, il vous reste simplement à démontrer ces deux points-là. Il vous suffit de démontrer que F, c'est une partie non vide de E. Donc, ça veut dire qu'il va falloir montrer que dans votre ensemble, il y a bien au moins un élément. Et ensuite, il vous restera simplement, tout simplement, à démontrer que pour tout xy qui appartient à f carré et pour tout scalaire lambda, okay, lambda x plus y, ça appartient effectivement à f. Et c'est terminé. Pourquoi? Parce que si vous démontrez ces deux points-là, alors vous démontrez que f est un sous-espace vectoriel de E. Et E, on se souvient que c'est l'espace vectoriel plus grand dans lequel est inclus l'ensemble dont on vous demande de démontrer que c'est un espace vectoriel. Okay. Mais sauf que si f est effectivement un sous-espace vectoriel de E, et d'après le cours, F est aussi un espace vectoriel puisque tous les sous-espaces vectoriels sont des espaces vectoriels. C'est ça le truc. C'est ça le truc qu'on va utiliser dans tous les exercices. C'est cette technique-là. Imaginez qu'on vous demande de démontrer que Kn de x, c'est un espace vectoriel. Voilà, on vous demande ça comme ça. Alors Kn de x, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est l'ensemble de tous les polynômes avec un degré inférieur ou égal à n. Bon, et là, vous n'allez surtout pas utiliser les 8 points là et se dire, ah bah tiens, est-ce que ça coche bien les 8 cases? Non, 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 parce que vous vous rendez compte que cet ensemble-là, il est inclus dans cet ensemble-là. Il est inclus dans K de x. K de x qui est l'ensemble de tous les polynômes à coefficient dans K. Et ça, vous savez que c'est un espace vectoriel d'après le cours. Vous savez que c'est un espace vectoriel d'après le cours. Donc là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire tout simplement, regardez, Kn de x, il est inclus dans K de x. Donc là, c'est exactement comme si E, c'était ça, là, c'est K de x. Et F, c'est Kn de x. Et là, pour démontrer que Kn de x, c'est effectivement un espace vectoriel, vous allez d'abord démontrer que Kn de x, c'est un sous-espace vectoriel de K de x. Parce que vous savez, d'après le cours, que K de x, qui est plus gros que Kn de x, okay, vous savez que K de x, lui, c'est un espace vectoriel. Et comment est-ce qu'on fait pour démontrer qu'un ensemble est effectivement un sous-espace vectoriel d'un autre ensemble? C'est super simple, il n'y a que 2 points à démontrer. Le premier, c'est que Kn de x, c'est une partie non vide de E. Donc là, il suffit tout simplement de donner l'exemple d'un élément qui existe bien dans Kn de x. Par exemple, le polynôme nul, il appartient bien à Kn de x et il appartient bien aussi à K de x. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Kn de x, c'est bien une partie non vide de E. Il y a bien au moins un élément à l'intérieur. C'est ça ce que ça veut dire. Qu'un ensemble est non vide, ça veut tout simplement dire qu'il y a au moins un élément à l'intérieur de cet ensemble. C'est tout. Et le plus souvent, ce qu'on dit, c'est que l'élément neutre, c'est-à-dire ici le polynôme nul, appartient bien à cet ensemble-là. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, on va démontrer que pour tout couple de vecteur qui appartient à Kn de x et pour tout lambda, pour tout scalaire, ok, lambda fois le premier vecteur plus le deuxième vecteur appartient bien à Kn de x. Alors là, faites gaffe parce que x et y, ici, les vecteurs que vous allez prendre dans Kn de x, qu'est-ce que c'est les vecteurs de Kn de x? C'est quoi les éléments de cet ensemble-là? Ce sont des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Attention, hein. Donc là, ce que vous allez faire, par exemple, c'est que vous allez prendre P et Q, deux polynômes, vous voyez, deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, donc c'est-à-dire qu'ils appartiennent bien à Kn de x, ok? Vous prenez un lambda quelconque dans K,
Et vous remarquez que lambda fois p plus q, il n'y a pas de problème, ça va bien être un polynôme et qui va être de degré inférieur ou égal à n. C'est tout à fait logique. En gros, il suffit tout simplement d'écrire ça. Pour tout couple de polynômes PQ, vous voyez, qui appartient à Kn de x au carré, pardon. Et pour tout scalaire lambda, lambda P plus Q, ça appartient bien à Kn de x. Alors au propre, bien sûr, il faudra préciser pourquoi, parce qu'en réalité, le degré de lambda P, c'est toujours inférieur ou égal à n, et le degré de Q aussi, et donc quand vous en faites la somme, c'est bon, le degré reste bien inférieur ou égal à n. Et puis alors juste pour le premier point, vous dites simplement que par exemple, le polynôme nul appartient bien à Kn de x, donc Kn de x est bien non vide. Donc si vous écrivez tous ces points-là, il n'y a pas de problème, vous démontrez d'un coup d'un seul que Kn de x, c'est un sous-espace vectoriel de K de x, parce que K de x, d'après le cours, c'est un espace vectoriel. Donc, comme vous avez démontré que Kn de x est un sous-espace vectoriel, ça veut obligatoirement dire que Kn de x est lui-même un espace vectoriel. Vous voyez à quel point c'est rapide et comment on n'a pas du tout besoin de se coltiner là les 8 points de la dernière fois là. Donc vraiment, quand vous êtes face à un exercice qui vous demande de démontrer qu'un ensemble est effectivement un espace vectoriel, vous n'allez certainement pas directement démontrer que c'est un espace vectoriel. Non, 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 non. Vous allez démontrer que votre ensemble là, c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel plus gros. Et cet espace vectoriel plus gros, ce sera forcément l'un des 5 qui est bien défini par le cours. Là, dans l'exemple, c'est K de x. Alors là, il y a un point quand même très intéressant à remarquer, c'est que, vous voyez, les sous-espaces vectoriels sont des espaces vectoriels. OK. Si ce sont des espaces vectoriels, ça veut dire qu'ils vérifient là les 8 propriétés qui ont été définies dans les vidéos précédentes. Et parmi ces 8 points, il y en a un en particulier qui va retenir notre attention, c'est que l'élément neutre, donc 0 pour les réels par exemple, ou la matrice nulle pour les matrices, etc., l'élément neutre, il est toujours dans votre espace vectoriel. C'est l'une des conditions. Il faut qu'il y ait un élément neutre. Et ça veut dire que comme f est un espace vectoriel lui-même, ça veut dire qu'il a lui aussi un élément neutre à l'intérieur, obligatoirement, puisqu'il doit cocher les 8 cases de la définition d'un espace vectoriel, puisque les sous-espaces vectoriels sont des espaces vectoriels. Donc, obligatoirement, dans F, il y a l'élément neutre, il y a un élément neutre, ok? Mais attention, cet élément neutre, il est unique. Pour les réels, c'est 0, pour les matrices, c'est la matrice nulle, etc., etc. Mais ça veut dire une chose très intéressante, parce que regardez un petit peu. Imaginons que F, ce soit effectivement un sous-espace vectoriel, ok? Et que par exemple, ce soit lui là, cet élément-là, qui soit l'élément neutre de E, que ce soit lui, cette croix-là. Donc, il n'est pas dans F, ok? Est-ce que cette situation-là est possible? Non, cette situation-là, elle n'est pas possible du tout. Parce qu'on se souvient, l'élément neutre d'un espace vectoriel, il est unique. Lui, il est unique. Ça veut dire que là, dans les éléments de F, qui sont aussi des éléments de E, ne pas oublier que eux, ils sont dans F et dans E en même temps, ok? Et en tout cas, ça veut dire que là-dedans, dans F, vous n'avez pas l'élément neutre. Vous ne pouvez pas avoir là-dedans un autre élément neutre. Vous ne pouvez pas avoir l'élément neutre de F parce que sinon, en fait, l'élément neutre de F, ce serait aussi un élément neutre pour E. Vous voyez ce que je veux dire? Or, pour que F soit effectivement un espace vectoriel, il faut qu'il coche les 8 cases. Donc, il faut à tout prix que là-dedans, il y ait effectivement un élément neutre. Il faut qu'il y ait l'élément neutre de E. Donc, ça veut dire obligatoirement que l'élément neutre de E, il est dans F. Il est toujours dans F. Et en réalité, l'élément neutre de F, c'est aussi tout simplement l'élément neutre de E. Vous voyez là dans l'exemple de tout à l'heure, l'élément neutre, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? C'est tout simplement le polynôme nul. Il n'y a pas de problème, c'est bien l'élément neutre de Kn de x et c'est aussi l'élément neutre de K de x. C'est assez logique en réalité. Donc ça, c'est le deuxième point très très important. Tout sous-espace vectoriel de E contient l'élément neutre de E. C'est tout à fait logique parce que comme les sous-espaces vectoriels sont aussi des espaces vectoriels, obligatoirement, ils doivent cocher les 8 cases et parmi ces 8 cases, il y a le fait que ils doivent contenir l'élément neutre, ok? Et cet élément neutre, c'est le même que E obligatoirement puisque F, il est dans E. C'est logique. Alors, il y a quelques points qui peuvent être un petit peu perturbants pour les étudiants avec les sous-espaces vectoriels, notamment ces deux exemples-là. D'abord, c'est que E, alors quand on considère E un espace vectoriel de référence, ok, un K espace vectoriel, ok, il se trouve que E, ce même E,
c'est aussi un sous-espace vectoriel de E lui-même. Alors c'est assez bizarre dit comme ça, mais en fait c'est tout simplement qu'il faut reconsidérer E, mais tout simplement d'une autre façon. Mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que E, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E. Bon, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick, apparemment. Bon, il y a quelques exceptions où ça peut nous aider, cette définition-là. Mais voilà, à retenir que E, c'est un sous-espace vectoriel de lui-même, en gros, lorsque E est un K-espace vectoriel. Mais il se trouve aussi que, lui là, l'élément neutre, à lui seul, c'est pas l'élément, c'est l'ensemble qui contient l'élément neutre, cet ensemble-là, qui est non vide, qui comporte un élément et qui est bien une partie de E, vous voyez, il n'y a pas de problème, c'est bien une partie de E, cet ensemble-là, c'est aussi un espace vectoriel, je vous jure, ça aussi c'est un espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel de E en réalité. Parce qu'il n'y a pas de problème, c'est bien une partie non vide de E, c'est un ensemble qui contient un seul élément pour le coup, et il n'y a pas de problème, dès que vous prenez un couple d'éléments de cet ensemble-là, les couples, qu'est-ce que vous pouvez prendre simplement comme élément à l'intérieur? Vous pouvez simplement prendre pour X l'élément neutre et pour Y l'élément neutre. Vous voyez, vous prenez ça comme, il n'y a que ça à l'intérieur comme vecteur, donc vous prenez pour X et Y l'élément neutre. Et pour tout scalaire de K, lorsque vous faites lambda fois l'élément neutre plus l'élément neutre, il n'y a pas de problème, ça vous ressort l'élément neutre et vous restez donc bien dans cet ensemble-là. Donc l'ensemble qui contient l'élément neutre, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E et donc c'est aussi un espace vectoriel de E. Bon voilà, c'est pour le point un peu exotique du cours. Mais alors notez quand même au passage une chose, c'est que quand vous considérez un espace vectoriel c'est quand même assez gros, c'est quand même assez massif, à l'intérieur, vous pouvez avoir plein d'espaces vectoriels différents. Là, je vous ai représenté F, là, je vous ai représenté l'espace vectoriel qui contient simplement l'élément neutre, mais vous pourriez en avoir plein d'autres. Alors, est-ce que G, lui, pourrait être un espace vectoriel? Non, G ne pourrait pas être un espace vectoriel de E. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on voit qu'il n'y a pas l'élément neutre de E. Donc, ça ne le fait pas. Vous voyez, ça, c'est très important. Tout sous-espace vectoriel de E contient obligatoirement l'élément neutre. Donc, pour que G soit effectivement un sous-espace vectoriel de E, il faudrait lui faire ingérer lui. Voilà. Et là, potentiellement, ce serait peut-être effectivement un sous-espace vectoriel de E. Tout ça pour vous dire que dans un grand espace vectoriel, vous pouvez avoir plein de sous-espaces vectoriels différents les uns des autres. Et il y a un truc qui est plutôt pas mal, il y a une propriété vraiment intéressante, c'est que quand vous considérez deux sous-espaces vectoriels de E, obligatoirement, il va y avoir une intersection entre ces deux ensembles. Cette intersection, elle va se faire au niveau de l'élément neutre. Obligatoirement, ils doivent partager, pour être des sous-espaces vectoriels, ils doivent partager l'élément neutre, parce que sinon ce ne serait pas des espaces vectoriels, Mais là, dans mon exemple, vous voyez que l'intersection entre G et F, elle se fait juste au niveau de l'élément neutre. Mais on pourrait très bien avoir une intersection beaucoup plus grande. Vous voyez là, par exemple, G, je lui fais prendre aussi cet élément-là. Vous voyez, donc G, il fait tout ça, F, il fait tout ça, et donc l'intersection de F et G, c'est quoi? C'est l'élément neutre plus l'élément qui est ici. Bon, bien sûr, peut-être qu'il y en aurait d'autres, on ne sait pas, voilà, il y aurait plein de croix. Il y aurait peut-être beaucoup plus d'éléments, vous voyez, on s'en fiche. La propriété très intéressante, c'est que toujours, systématiquement, l'intersection de plusieurs sous-espaces vectoriels d'un même gros espace vectoriel, c'est lui aussi un espace vectoriel. Ça veut dire que là, ce que vous avez ici, si G et F, ce sont effectivement des sous-espaces vectoriels de E, là, ce que vous avez ici, l'intersection, donc là, ici, ces deux éléments, là, l'ensemble qui contient ces deux éléments plutôt, l'ensemble que vous auriez ici, là, cette intersection-là, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E et donc c'est aussi un espace vectoriel. Donc voilà un point très intéressant, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E, c'est aussi toujours systématiquement un sous-espace vectoriel de E. Donc dans cet exemple-là, ce serait lui, on n'a qu'à l'appeler, je sais pas, H. H ici en vert, H du coup ce serait ça, ce serait l'intersection de G et F et il n'y aurait pas de problème, ce serait en tant qu'intersection de deux sous-espaces vectoriels de E, lui-même un sous-espace vectoriel de E et donc ce serait aussi un espace vectoriel. Voilà.